La pénurie de carburant s'imprime dans les colonnes de la presse cette semaine. Ça devient compliqué, titre le quotidien Mutation qui note que l'approvisionnement est fortement perturbé à Yaoundé, Douala et Bafoussam. Pour le journal Nouvel Horizon, c'est tout le Cameroun qui est en panne sèche. Plusieurs stations-service sont en manque de produits pétroliers. Cette semaine, le journal a vu de longues files d'attente, des attroupements de mototaxis et autres consommateurs munis de bidons à la quête du précieux liquide. Le quotidien Le Messager rassure en soulignant que ça recarbure à la pompe. Freiné par les mauvaises conditions océanographiques, les 3 navires transportant d'importants volumes de produits pétroliers accostent progressivement au port de Douala, selon le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Le hebdomadaire Le Soir ajoute qu'une cellule de veille est mise en place dans ce département ministériel. Le journal Au Drapeau invite les Camerounais à la patience en relevant que le retour progressif à la normale est annoncé. Cette fin d'année, il n'y aura pas de pénurie de carburant, conclut le journal Info Matin. Le quotidien L'économie, quant à lui, fait écho des décisions du président de la République. Cette semaine, le président Paul Biya a libéralisé les importations des produits pétroliers. Toujours en kiosque cette semaine, la 3e session ordinaire de l'année législative s'est achevée au Palais des Congrès de Yaoundé, rapporte le quotidien Cameroun Tribune. Dans leur allocution de clôture, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ont respectivement invité le gouvernement à poursuivre la lutte contre les maltraitances subies par les femmes et les exactions sur les populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest perpétrées par des bandes armées. Le budget de l'État pour l'exercice 2024 s'équilibre en ressources et en emploi à hauteur de 6 740,1 milliards de francs CFA, confie l'Œil du Sahel. Le quotidien Émergence rapporte que l'opposition a imposé des amendements au cours de cette session ordinaire. Selon le quotidien Mutation, 4 des 16 amendements proposés par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale ont été intégrés. L'Ordre national des médecins du Cameroun a son 4e président. Le journal Le Drapeau informe que le docteur Rodolphe Fonkoa a été élu au cours de l'Assemblée générale élective avec 246 voix sur 535 exprimées. Selon le quotidien Éco-Santé, outre la lutte contre le chômage des jeunes médecins, le nouveau président envisage aussi de lutter contre l'automédication qui, selon lui, n'honore pas la profession des médecins. Des médecins aux hommes d'affaires, le GICAM est devenu GECAM, le groupement des entreprises du Cameroun. Le quotidien Le Jour confie qu'il s'agit d'une nouvelle centrale patronale issue de la fusion du groupement interpatronal du Cameroun GICAM et d'entreprises du Cameroun ECAM. L'organisation patronale a été présentée cette semaine au cours de l'Assemblée générale constitutive. Merci à vous, Stéphane Ondo, pour ce relevé de la presse de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La conférence mondiale pour le climat s'est tenue cette année à Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec au menu plusieurs grandes batailles. L'une d'elles portait sur le financement de la compensation des pertes et préjudices subis par les pays vulnérables au changement climatique. Les négociateurs sont tombés d'accord mercredi matin sur le texte final de la COP, un texte qui appelle à une transition vers une sortie des énergies fossiles. Nous en parlons à scène de presse ce dimanche parce que le Cameroun a pris une part active à la COP 28. Le ministère de l'Environnement, le ministère des Forêts, les parlementaires et les ONG locales ont participé aux travaux. Et le chef de l'État était personnellement représenté à ces assises par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandji. Pour évoquer ce sujet et bien d'autres, nous bénéficions de la présence sur le plateau de Line René Batongue. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis que vous soyez là. Oui, sortant fraîchement de Dubaï en tant que chef du service environnement et développement durable au poste national de la CIATV, il était de bon ton que je me retrouve à cette COP, une COP à laquelle le Cameroun a effectivement pris une part active pour une première fois depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. Le Cameroun a eu un stand lors de cette COP 28 et c'était important grâce au ministère en charge des finances, grâce au ministère des Finances, on a eu ce stand-là qui montre aujourd'hui l'importance même que ce ministère donne notamment à la finance verte, à la finance climatique, parce que il faut désormais tendre vers là pour nos économies en développement, voir comment est-ce qu'on peut tirer de gros avantages de la finance climatique qui est offerte aujourd'hui grâce à la préservation des forêts du Cameroun et de l'Afrique centrale
en général. Et c'était une COP qui s'est terminée avec une grande annonce, on va le dire, l'alimentation du fonds pour les pertes et dommages. Donc on rentre de là avec une certaine satisfaction, même si ce n'est pas une satisfaction totale. Lynn René est journaliste, elle est habituée des COP, hein, c'est pas la première fois. Nous accueillons Stéphane Barga, journaliste opérant Info TV, bonsoir. Bonsoir Séverin, c'est un plaisir pour moi d'être sur cette estrade pour justement aborder ces questions internationales. Parce que lorsque la COP est évoquée sur ce plateau, c'est un événement qui permet à ce que de nombreux pays puissent justement s'exprimer sur une question sensible, la question climatique, la question environnementale et peut-être la question de demain. Et vous l'avez dit, le Cameroun était représenté, donc il est opportun et même important qu'on puisse l'évoquer et nous allons le faire ce soir. Nous saluons la présence de Renaud Eboto, bonsoir également. Bonsoir Séverin, merci de me faire l'amitié de m'inviter sur votre plateau ce soir. Journaliste, écrivain, analyste politique, chercheur en communication sociale. Nous allons recevoir à la deuxième partie de l'émission Georges Nkami qui est spécialiste sociopolitique. Il viendra justement nous parler de l'environnement. Mais pour l'instant, nous avons monsieur Antoine Ndo Njeng Bosson. Il est directeur des produits pétroliers et de gaz au ministère de l'eau et de l'énergie. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Merci Séverin de nous inviter dans ce plateau. Et je voudrais déjà saluer tous les copains analystes qui sont là et vous remercier au nom du ministre de l'eau et de l'énergie pour cette invitation qui nous permet d'apporter un éclairage et surtout édifier la lanterne de nos populations sur les questions d'approvisionnement en produits pétroliers. Vous direz toute la satisfaction de la CRTV à monsieur le ministre qui promptement a accepté que vous soyez là. Et mesdames, messieurs, vous devez comprendre pourquoi le directeur est là, parce que cette semaine, vous l'avez remarqué comme nous, une perturbation est observée depuis quelques jours dans l'approvisionnement en carburant du type super. Cela dans les principales villes du Cameroun, notamment Douala, Yaoundé, Bafoussam. Et selon le ministre, cette perturbation a pour principale cause le retard dans l'arrivée de 3 navires transportant les 10 produits dû aux conditions météo-océanologiques défavorables qui ont interrompu les chargements des bateaux pendant 4 jours au port de Lomé au Togo. Alors, des dispositions ont été prises par la Société camerounaise des dépôts pétroliers qui a effectué des chargements des camions. C'est une actualité qui vous a intéressé, Stéphane, Renaud, Lynn, peut-être? Bien sûr que parce ça... que j'imagine que chacun de vous a quand même un véhicule et donc vous avez eu la peine à vous approvisionner en carburant. Justement, je ne sais pas pour les autres, mais en venant ici à l'émission, je n'ai pas justement pu m'approvisionner en carburant parce que la file était interminable, elle était assez longue. J'ai passé 15-20 minutes et le temps qui passait, j'ai dû partir de là sans carburant. Mais je pense que les choses sont en train de s'améliorer tout de même. Les choses sont en train de s'améliorer, mais ce qu'on peut percevoir ou alors pressentir des Camerounais que nous avons vus masser tout autour de ces stations-service, là, c'est une forme d'inquiétude. Oui, maintenant, un problème est résolu, mais qu'est-ce qu'on fait alors que les fêtes de fin d'année sont annoncées, alors que justement des points d'interrogation fusent? Si maintenant on parvient à avoir un peu de super dans les réservoirs, qu'en est-il de demain? Lorsqu'on sait que nous sommes en moins d'un an et demi à la 3e pénurie aiguë, qu'est-ce qui sera fait par l'État du Cameroun? Qu'est-ce qui est annoncé? Autant de questions qui justement font à ce qu'on ait ce type d'attitude et de comportement qu'on a pu apercevoir aussi, cher Séverin. Moi, je voudrais d'abord d'entrée de jeu féliciter les Camerounais pour leur résilience, parce que vous savez que ces derniers jours n'ont pas été faciles pour s'approvisionner en produits pétroliers. Dans la ville de Douala, par exemple, pour partir de Yassa à Bonanjo, il fallait débourser 1000 à 2000 francs CFA à l'aller comme au retour. Donc, mais la résilience des populations camerounaises est encore à féliciter. Mais une chose est certaine, c'est que on constate bien qu'on ne peut plus compter sur l'extérieur.
il faudrait qu'on essaye de trouver un moyen de pouvoir produire ce que nous consommons au Cameroun. Vous avez vu, après la Covid-19, après la crise russo-ukrainienne, le constat il est désormais clair, vous voyez. Donc il faudrait qu'on essaye de penser désormais comment faire pour raffiner notre pétrole, pour que nous puissions avoir des quantités suffisantes pour que la population, qui mérite, après tous les sacrifices qu'elle fait pour comprendre le message venant de l'État, qui était celui de rester calme, les bateaux sont en train d'arriver, c'est un message qui a été entendu par la population, mais il faudrait que l'on trouve des solutions pérennes justement pour qu'on puisse produire le pétrole que nous consommons. Monsieur le directeur, est-ce que les choses rentrent dans l'ordre? Bien, merci Séverin. Je dois dire simplement que les mesures ont été prises et les dispositions ont été prises par l'État pour que cette situation, pas de pénurie, parce que je dois dire que pénurie signifie une absence totale de produits, mais nous sommes là dans ce que nous pouvons appeler une tension d'approvisionnement en super. Et les dispositions qui ont été prises par l'État, c'est de faire tout le possible pour que nous puissions avoir des navires qui puissent être déchargés à la SCDP et que les produits pétroliers soient transférés au niveau des différents dépôts pour assurer l'approvisionnement des stations-service et être mis à la consommation des populations. Est-ce qu'on n'a pas vu venir cet incident, cette gêne, parce que ça a gêné tout le monde, ça gêne tout le monde. Est-ce qu'on n'a pas vu ça venir? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des signaux qui nous annonçaient qu'on pourrait avoir ce type de situation? Bien, il faut souligner ici, peut-être il faudrait commencer à rappeler un peu dans quelles conditions l'approvisionnement des produits pétroliers se passe aujourd'hui au Cameroun. Vous savez, au lendemain de la crise, ou bien disons du sinistre qui est survenu à la Sonara, nous sommes devenus importateurs de produits pétroliers à 100%. Alors que par le passé, Sonara approvisionnait notre pays à hauteur de 80% et 20% étaient assurés par les importateurs locaux. Donc Sonara brûle, nous nous retrouvons donc importateurs à 100% des produits pétroliers. Ce que nous devons savoir, c'est que lorsque vous importez les produits pétroliers à 100%, vous faites face à la subvention sur les carburants. Parce que, disons-nous, l'État a pris pour décision de geler les prix à la pompe. Ça veut dire que le différentiel entre le prix importé et le prix à la pompe, il faut le couvrir. C'est ce que nous appelons la subvention de l'État sur les carburants. Cette subvention de l'État sur les carburants a augmenté, s'est accumulée, parce que, disons-nous, quand vous devenez importateur à 100% des produits pétroliers, ça veut dire que chaque litre de carburant que vous consommez, l'État doit payer ce différentiel. Or, nous tenons ici à dire que, au lendemain même de cette crise, les prix qui étaient pratiqués par les créditeurs qui livraient les produits pétroliers à travers les différents importateurs qui avaient été mobilisés pour approvisionner les produits pétroliers au Cameroun culminaient autour de $200 par tonne métrique. Alors, fort de cela, regardant le niveau de subvention qui serait très élevé, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a travaillé à mettre en place un mécanisme qui devrait nous permettre de réduire cette subvention en tirant les primes de ces créditeurs-là par le bas. Parce qu'il faut le dire ici, quand on regarde la structure des coûts d'achat des produits pétroliers, vous avez déjà le prix fixe qui est le prix Platts, et après le Platts, donc le Platts qui est publié chaque fin de mois, chaque mois, donc vous avez les références de prix. Ensuite, vous avez la marge du crédeur qui vient vous fournir le produit pétrolier. Donc, pour baisser cette subvention de l'État, qu'est-ce que le ministère a fait? Le ministère a donc mis ce mécanisme en place qui consiste à sélectionner directement les crédeurs. Parce qu'avant, il faut le dire, chaque importateur partait sur le marché, on lui donnait un volume, il partait chercher son produit, il venait avec le prix qu'il voulait, et ça, on a constaté, ça faisait gonfler la subvention. Donc l'État a pris dans cette décision qui a été validée par le chef de l'État et qui a été aussi validée par le FMI en son temps, de valider ce mécanisme-là
de sélectionner maintenant les créateurs qui devraient mobiliser les produits pétroliers dans nos eaux pour que nous puissions avoir ce produit à disposition pour approvisionner nos populations. Alors on va revenir sur l'approvisionnement. Il y a quand même quelque chose, j'attendais peut-être que les journalistes en parlent, c'est que pendant cette période de temps, on a vu des Camerounais dans les stations-service avec des bidons. Oui. Et tout de suite, le feu pouvait partir. Personne n'a parlé de cet aspect sécuritaire, ça nous a échappé. Parce que les gens, les conducteurs de moto, ils voulaient absolument avoir du carburant, mais ça se passait comme ça, tranquillement. À ce niveau, la presse a sensibilisé sur ces attitudes que j'ai évoquées en première prise de parole, qui consiste pour les mototaximans à venir à la station avec un bidon derrière pour s'approvisionner. C'est une attitude qui est symptomatique d'un déficit de confiance. Il faut aussi le dire. Confiance. Parce que justement... C'est également un déficit de communication, il faut le dire. Oui, j'y arrive, Madame Batongue. Je dis que c'est un déficit de confiance sur le lendemain, parce que justement, beaucoup, je l'ai précisé, c'est là, monsieur le directeur parle de tension, ailleurs on parle de pénurie, mais on constate qu'il ne se passe plus une année qui s'achève sans qu'on évoque ces tensions justement dans les stations-service. Donc, les consommateurs prennent peur et se disent, quitte à prendre des risques avec ce produit inflammable, je préfère le conserver à la maison. Et beaucoup aussi essayent malheureusement anticiper sur l'avenir, parce que justement la question, et la fin d'année arrive, va se poser tout de suite. Est-ce que lorsque l'on voit comment le rationnement se fait par dose quasi homéopathique, est-ce que l'on n'est pas enclin à aller et à penser même, à se projeter dans l'état d'esprit qu'on va aller vers une hausse des prix de carburant à la pompe? Voilà ce qui préoccupe les consommateurs, et on pense que justement, et je rejoins la communication à ce niveau, la communication n'a pas assez rassuré les consommateurs dans le fait qu'il y a un réapprovisionnement qui est fait et que justement, au bout de l'année... Alors quand vous parlez de communication, qui devait communiquer? Les syndicats de mototaxis, les syndicats de taxis qui devaient communiquer? Non, l'État en premier, l'État devait rassurer le consommateur. Il y a une communication de crise, une communication étatique de crise. En situation de crise, en fait, l'État devait communiquer et dire exactement où est-ce qu'on en est, quel est le problème et comment rassurer justement les populations. C'est pour ça que je voulais poser la question. Mais tout de suite, en semaine, le ministre de l'eau et de l'énergie, il a pris la parole, il a communiqué. Est-ce que ça n'était pas suffisant? On n'a pas eu l'effet escompté. Okay. On a vu plus de bidons encore dans les stations. Ça veut dire qu'on n'a pas eu l'effet escompté. On ne peut pas reprocher aux Camerounais d'avoir trouvé un mécanisme pour pouvoir s'approvisionner en produits pétroliers. Même s'il est dangereux ce mécanisme, parce que quand même on a vu certains qui avaient la cigarette allumée aussi. Nous étions dans l'urgence. Nous étions dans l'urgence. Et dans l'urgence, les méthodes d'urgence ne peuvent pas être je dois dire que conventionnelles. Je dois dire que même en France, nous avons observé lorsqu'il y a eu cette tension sur les carburants, des populations sortir avec des bidons, avec des voitures alignées. Et ça arrive quand il y a la tension. Mais ce que nous devons dire ici, c'est que le ministre de l'eau et de l'énergie a pris la pleine mesure de la situation. Des inspecteurs assermentés du ministère ont été dans les stations-service, accompagnés des forces de maintien de l'ordre, essayer d'organiser nos populations. Il y a eu cette communication directe avec ces populations pour leur expliquer ce qui est arrivé, les rassurer du fait que non, on a un premier bateau qui est arrivé, un deuxième bateau est même déjà arrivé, il est en déchargement, et là nous avons un troisième bateau qui est en train d'arriver. Tous ces volumes devrait nous permettre d'assurer l'approvisionnement de nos populations tout au long de cette semaine et même pendant la période des fêtes de fin d'année. Donc ces mesures-là ont été prises. Le ministre a opté pour cette communication directe là, en allant vers les populations pour leur expliquer que voici ce qui est en train d'être fait. Prenez votre mal en patience, ça peut arriver. Vous savez, on ne contrôle pas les phénomènes naturels. Nous achetons le produit arrive au hub de Lomé, on envoie des bateaux pour aller charger et ramener le produit chez nous. Donc il peut arriver que les phénomènes climatiques empêchent les navires de bouger, parce que souvenons-nous que
nous appelons ce mécanisme le sheet-to-sheet. Ça veut dire que vous avez un grand navire qu'on appelle les mother vessel et vous avez un petit navire. Ces deux navires se rapprochent et l'un doit pouvoir se connecter à l'autre pour prendre le produit. Si il y a des mouvements de vent, vous pouvez avoir ces deux navires qui se heurtent, fissurent ou catastrophe et voilà, vous avez perdu même le produit. Donc quand ça arrive, tout est interrompu et c'est ce qui s'est passé. Mais je tiens à rassurer nos populations que les produits sont déjà disponibles et nous allons passer les fêtes de fin d'année dans la quiétude. Il y aura du produit pour approvisionner tout le monde. Est-ce que le gouvernement a joué groupé? Parce que là, le directeur dit que le ministre a déployé son personnel pour parler aux populations sur les dangers qu'il y a à traîner ces bidons et rassurer que le carburant sera là. Mais on a constaté quand même que la rareté du super a fait grimper les prix. Et ça, il n'y avait pas moyen de contrôle. Non, c'est un effet d'entraînement. Hein. C'est un effet d'entraînement. Donc on ne peut pas contrôler. Non, on ne peut pas. C'est-à-dire que si les transporteurs interurbains, ils ont le prix du carburant qui augmente à la pompe, fatalement le prix du billet de transport va augmenter, fatalement le prix du plantain va augmenter. Mais là, ce n'était pas le cas. Le prix on n'avait pas augmenté le prix à la pompe. Le peu qu'il pouvait avoir... La rareté, parce que oui, la rareté du produit, mais il y avait de la spéculation. Ça vous semblait ne pas... Il y avait de la spéculation. C'est-à-dire qu'il y a des gens, justement, qui achetaient des bidons et des bidons d'essence pour le revendre. Ouais, le litre était acheté à 1000 francs, à 2000 francs, ça dépendait de l'endroit. Donc, pour pouvoir s'en approvisionner, et vous savez que c'était rationné. Il était prévu de consommer uniquement 10 000 francs. Vous voyez qu'un bus de transport interurbain ne peut pas consommer que 10 000 francs. Donc, il devrait rentrer dans la spéculation pour avoir le plein d'essence. Alors, ma question, c'était, est-ce que le gouvernement a joué franc jeu? Parce qu'on aurait quand même... On aurait pu voir les administrations concernées intervenir dans ce cas-là et les syndicats justement aussi. Est-ce que ce n'est pas le rôle des syndicats? C'était une situation d'urgence qui nous est arrivée. Pourquoi laisser que certains Camerounais en profitent et se font de l'argent sur le dos des autres? Je pense que le gouvernement a réagi immédiatement. Parce que quand vous parlez de gouvernement, vous parlez de quelle administration? Le ministère de l'eau et de l'énergie ainsi que le ministère du commerce. Parce que le ministère de l'eau et de l'énergie... Le ministre est membre du gouvernement. Oui, le gouvernement. Et je crois que c'est le ministre de tutelle qui prend l'initiative et qui envoie son personnel sur le terrain. Dès qu'il s'est aperçu qu'il y a cette spéculation qui a commencé sur le terrain, immédiatement les inspecteurs sont descendus. Il était question pour nous, non seulement de sensibiliser les gérants des stations-service ainsi que les pompistes, de ne pas permettre que les gens viennent avec des bidons et que par derrière il y ait ce phénomène de spéculation qui se passe. Donc, des mesures ont été prises à cet effet. Le ministre de l'eau et de l'énergie a instruit même tous les dirigeants des sociétés de distribution des produits pétroliers pour qu'ils sensibilisent leur personnel afin que ce phénomène ne persiste. Vous avez vu qu'à la fin, ce phénomène s'est amenuisé au fur et à mesure parce que cette sensibilisation l'a apporté sur le terrain. Ensuite, le ministre du Commerce est descendu encore pour veiller à ce que ce ne soit pas fait. Tout ce qui était pris en flagrant délit de ces opérations sur le terrain était sanctionné immédiatement. Intéressons-nous à cette information donnée par le quotidien Mutation. Dans sa une du vendredi 15 décembre, je cite, suivant de très hautes instructions, le ministre de l'eau et de l'énergie est dessaisi du pilotage de l'attribution des quotas d'importation au bénéfice de la CSPH, la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures qui l'assurait par le passé. Fin de citation. Et le quotidien L'économie dit que le Cameroun libéralise les importations. Pour vous, tout cela est rassurant? Le directeur nous dit que ça s'améliore, mais... Alors, s'il faut justement dire un mot sur la question, là on retrouve l'État régalien, un État qui essaye justement d'épargner aux populations par le pouvoir qui est le sien, toutes les affres liées à ces pénuries de carburant. Le directeur parle de tension. Oui. Bon, on va valider le lexique de monsieur le directeur. On va dire tension. Mais
lorsque l'on évoque justement dans ces tensions, il faudrait ne pas aussi, dans la réflexion, ne pas se projeter sur ce que pensent les Camerounais, monsieur Alega. Il faudrait rappeler ici que les Camerounais, à un moment aussi, commencent un peu à douter, parce que on a écouté le président qui, justement, à un moment, lors de son adresse à la nation en 2022, il prévenait déjà, entre guillemets, la population par rapport à ces affaires pétrolières on ne saurait échapper, il l'a dit le président, à ces tensions-là et à ces prix en termes de subvention de l'État, le président l'a dit, mais ce que ce qui peut susciter de l'inquiétude, justement, c'est lorsque on se retrouve en un si peu de temps avec deux tensions. Est-ce que à ce niveau, on n'a pas l'impression que les consommateurs semblent un peu abandonnés? Peut-être c'est la question que nous, on serait en voie de se poser. Vous êtes rassuré avec... Moi, je pense que la libéralisation, en principe, rassure toujours. Lorsqu'on libéralise un secteur, ça tend justement à rassurer parce que ça permet... Et c'est les populations, au final, en réalité, qui sont gagnantes. On a vu ça, par exemple, avec la libéralisation du secteur de la gestion des ordures ménagères, par exemple, la libération du secteur des transports et autres. Donc, du coup, à ce niveau-là également, mais là, c'est pas la même chose. Hein, je pense que ici, là, vous êtes consommateur de carburant. Si on vous disait libéralisation, ça veut dire augmentation des prix à la pompe, ça vous arrangerait? Pas forcément. Okay. Je ne pense pas que ce serait... Justement, moi je crois qu'il faut savoir ce que cette libération a induit d'abord. Ça, je pense. Il faudrait qu'on sache que ça induit, c'est-à-dire que est-ce que la libéralisation va induire l'augmentation du prix à la pompe? C'est ça la bonne question à se poser. Parce que si la libéralisation est de nature à ce qu'il y ait de nouveaux opérateurs qui rentrent dans le marché, des traders qui achètent directement, comme la note du SGPR au ministre demande à ce que les traders achètent désormais directement les produits à ceux aux fournisseurs et que que la CSPH revienne au goût du jour, que la Sonara et Hydrate contrôlent le produit pétrolier. Ça, c'est rassurant. Mais là où nous sommes inquiets, là où je suis inquiet en tant que Camerounais, c'est que le directeur a semblé nous dire que nous n'avons pas de stock. Ouais, c'est-à-dire qu'apparemment nous n'avons pas de stock et que désormais, depuis l'incendie de la Sonara, nous importons le pétrole à 100%. Alors là, ça me rend, moi le Camerounais, très inquiet. Alors, quelles sont les solutions à court terme? Combien de temps prendra la restructuration de la Sonara pour qu'on puisse finalement revenir à ces 80% de production locale de notre pétrole que nous consommons? Et surtout que l'État ressent de plus en plus la charge de la subvention. Bien sûr. Je crois qu'à l'entame de mon propos, j'ai commencé déjà à développer sur la problématique même de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, en vous expliquant un peu d'où est-ce que nous sommes partis. Et je vous expliquais le mécanisme en lui-même et vous expliquais ce que le mécanisme a apporté. C'est-à-dire que le mécanisme nous permettait d'avoir directement des créditeurs qui sont sélectionnés. Les créditeurs sélectionnés avaient des allocations. Nous attribuons des volumes aux importateurs locaux qui allaient acheter directement auprès de ces créditeurs-là, ce qui nous permettait de réduire les coûts. Donc, avec la réduction des coûts, nous avons pu générer quand même des économies budgétaires de l'ordre de 12 milliards par mois avec ce mécanisme. Et ce mécanisme nous permettait d'assurer l'approvisionnement du pays. C'est vrai que vous allez constater qu'on a eu peut-être des tensions sur le gazoil, sur le super, nous avons une tension maintenant, mais vous allez constater que sur toute la période, sur les 4 dernières années, nous avons approvisionné le pays sans qu'il y ait rupture d'approvisionnement total dans le pays. Donc ce mécanisme-là nous a permis vraiment de mobiliser tous les importateurs locaux pour qu'ils puissent chacun, par ses efforts, par les efforts avec les banques, trouver les financements nécessaires pour pouvoir le faire. Mais la question c'est le différentiel. Je l'ai parlé tout à l'heure, la subvention. Vous savez que la subvention est très élevée. Et disons-nous aussi, il y a eu plusieurs chocs.
pendant que les efforts du gouvernement étaient en train d'être faits pour réduire cette subvention, vous avez la guerre en Ukraine qui arrive, vous avez le conflit entre le Hamas et Israël qui survient, envoler des prix. En ce moment-là, la subvention ne fait que s'accroître et s'accumuler. Les tensions de trésorerie dont fait face l'État aujourd'hui n'a pas permis d'assurer ces paiements-là à date. Ce qui fait que, Renault a le droit d'avoir peur. Attendez que je continue. Parce que ça va vous permettre de mieux comprendre et de savoir qu'aujourd'hui, non, nous sommes en train de sortir. Vous dites que le prix va grimper en France. Non, pas cela. Je suis en train de vous dire que face à cela, face à ces subventions qui a été élevée, les banques qui ouvrent les LC, les lettres de crédit, ont été dans l'incapacité de mobiliser les lignes de crédit pour pouvoir financer les importations. Alors, et vous devez savoir aussi autre chose, c'est que lorsqu'une banque camerounaise ouvre la LC, ou bien la lettre de crédit chez nous, cette lettre de crédit doit être confirmée par une banque étrangère, qui est un peu comme son correspondant. Donc le correspondant qui confirme cette lettre de crédit, elle aussi, parce que notre banque est en défaut de paiement, elle a bloqué aussi les lettres de crédit. Donc les efforts ont été faits par le gouvernement, les paiements ont été effectués, et c'est grâce à ces paiements-là qui ont été faits que les produits pétroliers sont en train d'arriver pour pouvoir assurer la libéralisation. Est-ce que ça va être un avantage ou alors un inconvénient pour le Camerounais? Ce que je dois dire, c'est que l'instruction du chef de l'État est là. Pour le ministre prend acte de l'instruction du chef de l'État, et ce que le ministre de l'eau et de l'énergie a fait, c'est qu'il a immédiatement eu une séance de travail avec le directeur général de la CSPH pour définir les modalités de la mise en œuvre de l'instruction du chef de l'État. On va pas attendre pour être bien fixé. Juste pour lever une dernière interrogation, est-ce que l'arrivée de ces nouveaux traders, puisque le marché est désormais ouvert, est-ce que ça ne va pas entraîner un effet plutôt contraire, avec plus de spéculation, lorsque l'on sait justement que lorsque l'on se positionne sur un marché, il y a cet équilibre à trouver entre l'offre et la demande. Est-ce qu'il n'y aura pas un effet contraire avec ces nouveaux traders qui sont annoncés? Je dois simplement dire une chose, c'est que quand on regarde le mécanisme qui a été mis en place par le ministre de l'eau et de l'énergie, ce sont tous ces créditeurs internationaux qui participent. Ce sont les mêmes créditeurs internationaux, c'est Vitol, c'est Sahara, c'est Glencore, c'est Total, Totsa, ce sont les mêmes créditeurs qui sont ceux-là qui vont travailler toujours avec. Bon, on va peut-être attendre que les choses soient plus claires du côté de la CSPH pour nous dire exactement quelles sont les modalités de mise en œuvre de cette instruction du président de la République. Mais nous avons lu également dans les journaux cette semaine parlant de la pénurie du carburant, non, de la tension. Le journal Repère va plus loin en indiquant que le Cameroun est au bord de l'implosion. La carence du super laisse le peuple dans l'incertitude et suscite des suspicions quant à un possible complot visant à déstabiliser les institutions. C'est aussi profond que ça? Vous comprenez pourquoi d'entrée de jeu j'ai félicité les Camerounais pour leur résilience. Parce que il y a des analystes qui pensent que nous sommes en plein dans le coup d'état scientifique au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont intérêt à révolter la population. Mais heureusement, la population camerounaise n'est pas rentrée dans ce jeu-là. La population a rapidement compris le message du ministère de l'eau et de l'énergie qui était de dire que bon voilà, il y a 3 navires qui ne sont pas encore arrivés, patienter quelques jours, le temps que la situation revienne au beau fixe. La population comprend bien les enjeux. Les enjeux, c'est que c'est au port de Lomé que nos bateaux ont eu des problèmes. Le port de Lomé, ça nous dit quand même quelque chose. On a très vite compris ce qui se passe. Et donc, la population n'est pas rentrée dans cette affaire-là. Elle a félicité. Et c'est pour ça que moi, à mon niveau, je pense que le directeur doit davantage rassurer cette population-là. Parce que les 3 bateaux qui sont finalement partis de ce fameux port de Lomé, le 3e est déjà là, mais on continue. Le 3e, il est déjà là, c'est ça? Oui. On continue quand même de voir les fils qu'il y a là, on continue de voir le rationnement qui est fait à la pompe, on ne dépasse pas les 10 000 francs par véhicule. Est-ce que le 3e bateau étant déjà là, est-ce qu'il n'y aura pas de problème avec
puisque forcément il va falloir un 4e, un 5e, un 6e pour qu'on retrouve la norme qu'on avait déjà. Et ça, il faut bien rassurer les populations. On est déjà porté à une semaine seulement de la fête de Noël, à une dizaine de jours de la fin d'année. Et là, les tensions, effectivement, c'est très vite arrivé. Peut-être que le directeur va prendre la parole. J'avais l'impression que Stéphane voulait absolument parler. Oui, je voulais réagir justement lorsque les confrères invoquent le chaos et dire qu'il y a... Non, ils ont parlé pas le chaos, ils ont dit que c'était un complot visant à déstabiliser les institutions. C'est pas très loin de cela aussi, cher Séverin. Complot visant à déstabiliser le pouvoir, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais je sais qu'il y a des domaines avec lesquels il ne faut pas s'amuser. La question pétrolière au Cameroun est une question éminemment sensible et à chaque fois qu'elle est abordée, il y a les mêmes réactions, les mêmes susceptibilités. Et malheureusement, pour nous autres, c'est les populations avec le pouvoir d'achat le plus faible qui sont tout de suite touchées. Alors, lorsqu'on aborde cette question-là, je ne vais pas dire avec légèreté, puisque c'est une question importante pour le gouvernement, mais il ne faudrait pas qu'à chaque période de l'année, c'était en début d'année qu'on a évoqué la tension de carburant, nous sommes en fin d'année, elle revient. Il ne faudrait pas mettre en place les ingrédients qui pourraient amener à ce que les confrères ont voulu évoquer. Il faudrait, et je rejoins à ce niveau Lynn, rassurer, communiquer davantage. Je pense qu'ici, de façon claire et précise, il y a plus un besoin ou alors un déficit de communication, parce que si le produit est là, qu'est-ce qui fait en ce que les populations se ruent avec les attitudes malheureuses qu'on constate? Ça veut dire qu'elles ne sont pas rassurées quant à la communication, quant à la parole gouvernementale. Donc il faudrait peut-être mettre en avant plus d'instruments, plus de batteries, plus d'artifices autour de la communication pour qu'elle touche véritablement le consommateur vers qui elle est destinée. Monsieur le directeur, on va vous libérer, on sait que vous avez beaucoup de choses à faire. Sur cette question, vous rassurez les populations. Oui, je voudrais. Les populations, les fêtes de fin d'année vont je voudrais rassurer. Le mois de janvier qui est souvent très difficile, on n'aura pas de problème de carburant. Non, pas du tout. Je voudrais rassurer effectivement les populations camerounaises et rassurer surtout madame pour lui dire que les dispositions ont été prises. Les premiers navires qui arrivent là ne sont que les premiers navires. Mais beaucoup de lettres de crédit ont été ouvertes. Le fournisseur est en train de se mobiliser. D'autres navires vont suivre pour que, comme le ministre de l'Eau et de l'Énergie l'a dit dans son communiqué, qu'il y ait des fêtes de fin d'année qui soient dans la quiétude, dans le calme, et pour que nos populations sentent que le gouvernement respecte sa parole, met les produits pétroliers qu'il faut pour assurer leur mise à la consommation ainsi que leur consommation par nos populations. Séverin, s'il te plaît, avant de laisser partir le directeur, nous souhaiterions que la Sonara soit remise, soit réhabilitée, parce que nous ne voulons pas dépendre de l'extérieur. Et maintenant, si jamais le carburant venait augmenter, au cas où l'État retirait sa subvention, parce que le FMI et la Banque mondiale demandent depuis plusieurs années au Cameroun de retirer sa subvention, si jamais ça arrivait que le carburant passe à 1000 francs, je ne sais pas combien, il faudrait que l'État pense également à augmenter le salaire des fonctionnaires, les salaires dans le secteur privé. Il faudrait que des mesures soient prises pour qu'on puisse injecter des ressources dans le secteur productif camerounais pour que pendant que le prix de l'essence augmente, au moins que le prix des denrées alimentaires qu'on puisse produire localement puisse baisser. Parce que les Camerounais méritent quand même d'avoir un gouvernement qui travaille pour leur bien-être. Avec vos permissions, Séverin, je voudrais dire quelque chose et dire que au lendemain du sinistre de la Sonara, nous devons savoir que Sonara, c'était déjà une société très endettée. Très endettée parce qu'elle avait une dette qui cumulait autour de 660 milliards. Dette pour les fournisseurs et les dettes bancaires. Et en dehors de cela, nous devons savoir aussi que Sonara, c'était une société qui était déjà en faillite. Il faut le dire. Et troisièmement, il faut savoir que Sonara, dans la phase de modernisation qu'elle avait entreprise, avait contracté avec des partenaires pour le développement ou la construction d'un micro-craqueur qui devait nous permettre de craquer le brut camerounais pour pouvoir avoir des produits nobles à la fin. Donc, ce qui se passe quand Sonara brûle, c'est que il faut que l'État fasse un certain nombre de préalables. Et le premier préalable, c'était de restructurer la dette de la Sonara. C'est pour cela que vous avez vu
que le ministère des Finances a signé un certain nombre de conventions avec les créditeurs, avec les banques pour pouvoir sortir de cette dette. Deuxième chose, il faut recapitaliser la société pour que cette société puisse avoir aujourd'hui une signature. Donc, avec cette signature, la société pourra maintenant être capable de mobiliser les financements nécessaires pour pouvoir réagir, faire des travaux. Et maintenant, il faut négocier avec les partenaires, puisque souvenons-nous que les orientations du chef de l'État, dans le cadre de la reconstruction et réhabilitation de la Sonara, c'est de le réaliser en mode PPP. Or, nous savons que le mode PPP est différent du mode que Sonara avait choisi pour l'investissement qu'elle voulait réaliser. Donc, dans ce cadre-là, le gouvernement est aujourd'hui en train de boucler avec ces préalables qui sont en train de finir. Ça nous a pris un peu de temps parce que les discussions avec les banques et les créditeurs, ça a pris un peu de temps. Mais je dois dire simplement que Sonara a déjà recruté des partenaires techniques pour réaliser un certain nombre d'études pour que le gouvernement sache combien va effectivement nous coûter la réhabilitation de et la reconstruction de ces infrastructures, afin que nous puissions nous engager maintenant dans les discussions avec les différents partenaires. Tout ceci est en cours. Il faut savoir que le gouvernement est en train de travailler pour que ceci se fasse au plus tôt possible. Je vous remercie. Beaucoup, monsieur le directeur, merci pour cet éclairage. On va vous libérer, mais sur cette question des carburants, partageons d'abord les avis des Camerounais. Les avis des Camerounais un peu déboussolés par la perturbation observée depuis quelques jours. Dimanche, lundi, nous on a passé toute la journée à la station et en soirée on nous a fait comprendre qu'il n'y avait même plus. Et on est rentré à la maison sans carburant. Ce que nous vivons dans les stations-service depuis quelques jours dans nos villes, ça s'appelle une crise. Des personnes ont appris qu'il n'y a pas d'essence et sont allées à la station. Il n'y a pas à s'affoler, premier point. Il n'y a pas à aller tous se rassembler à la fois au même moment dans les stations. Et pendant qu'on est à la station, il ne faut pas pouvoir téléphoner parce que la station d'essence est un regroupement d'explosifs. Depuis lundi, nous prenons les dispositions pour qu'il n'y ait pas d'engorgement en station. Il y a un petit dispositif de sécurité qui a été mis en place avec mes éléments. Donc nous privilégions beaucoup plus les voitures et les corps diplomatiques. On essaie de rationner pour que tout le monde ait du carburant pour le moment, mais vu les instructions qui ont été données par les autorités compétentes, on a complètement arrêté de servir dans les bidons. Parce qu'il y a, semblerait-il, des personnes mal intentionnées qui se livrent à du trafic. On privilégie uniquement les voitures. Et pourquoi vous prenez jusqu'à 20 litres de super? Est-ce que la moto a besoin de 20 litres de super? Non, maman, j'ai peur. J'ai peur que demain, il peut encore avoir pénurie. On ne sait jamais. Donc je prends une fois avec les réserves. Bon, pour les risques, moi, je peux arriver au quartier. Je donne aussi même pour mes frères qui n'ont pas de carburant pour arriver ici et s'aligner. Parce que même pour prendre le taxi et arriver ici, ce n'est pas facile. Le phénomène du transport de l'essence, du carburant dans les bidons est justement un grand risque. Parce que entre le point où on prend de l'essence et le point où on s'en va, on peut avoir un accident et ça peut causer justement des cas d'incendie, de brûlure, même dans le véhicule dans lequel on est. Donc, au quotidien d'ailleurs, il n'est pas toujours permis dans les stations de servir même l'essence dans les bidons. C'est une exception. La règle, c'est de s'approvisionner dans la station avec son véhicule et l'essence à l'intérieur. Porter l'essence d'un point à un autre est un risque suffisamment grand qui peut engendrer d'autres cas. Donc c'est des situations malheureuses qu'on devrait éviter à tout prix. Depuis presque 30 ans, le rituel des COP, la conférence des parties, signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ce rituel est le même. Sous l'égide de l'ONU, les pays du monde entier se retrouvent pour discuter de la lutte contre les changements climatiques. Et très souvent, cela finit par échouer à se mettre d'accord sur des actions véritablement ambitieuses. On l'a vu tout récemment en Égypte. On venait de le voir aussi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, la COP28 qui s'est ouverte le 30 novembre aux Émirats Arabes Unis, au lieu de la production pétrolière. Est-ce que cette COP-là a dérogé à la règle? D'abord, les délais n'ont pas été tenus. Le président
de la COP, le sultan Al-Jaber disait c'est le 12. On est allé quand même au 13 au petit matin, ça veut dire que les débats étaient assez houleux. Alors Lynn René, vous qui venez de là, est-ce que la COP 28 n'est pas restée sur la même ligne que les COP antérieures? Oui, effectivement, les 3 ou 4 dernières COP se sont déroulées pratiquement de la même façon, c'est-à-dire les débats sont houleux à la fin parce qu'on ne tombe pas d'accord sur un accord consensuel et donc on est très souvent obligé de reporter de quelques heures, de reporter jusqu'au lendemain de la date arrêtée et c'est ce qui s'est passé également parce que les gens, ils n'étaient pas d'accord, les différentes parties, les négociateurs, ils n'étaient pas d'accord sur notamment l'arrêt, la migration vers les énergies propres, vers les énergies renouvelables. On n'était pas d'accord pour cette sortie-là des énergies fossiles parce que quand on regarde dans la plupart des pays, notamment les Émirats où se déroulait la COP, les Émirats sont ce qui sont aujourd'hui, c'est grâce au pétrole. Dubaï s'est développé. Le président de la COP est lui-même à la tête d'un grand groupe. Il est le PDG d'un grand groupe, justement. L'objet des débats avant la... Justement, et c'est pour ça que pour ne pas, enfin pour amoindrir un peu toutes les foudres qui étaient contre lui avant le début de la COP, il a tenu à faire une grande annonce. C'est la première fois qu'on voit ça. Lors d'une COP, à l'entame, à la première journée du début de la COP, il a annoncé l'alimentation du fonds de compensation des pertes et dommages. Ça, c'était vraiment une grande décision qu'il a prise et il a donné le montant que les Émirats, que Dubaï et les Émirats devaient allouer. Et ça a mis une pression supplémentaire aux pays industrialisés qui, évidemment, depuis l'accord de Paris, mais même avant l'accord de Paris, qui font des promesses qui ne sont pas tenues. Jusque-là, on a vu avec le fonds vert, avec le fonds d'adaptation, avec tous ces fonds qui doivent être renfloués pour pouvoir aider les pays en développement à mener activement la lutte pour quelque chose dont ils ne sont même pas auteurs. Alors, Georges Nkami nous a rejoint, spécialiste socio-politique, environnemental. Merci d'être là. Alors, vous avez suivi cette COP28, vous êtes dans le domaine, nous sommes arrivés à la fin des travaux de cette édition-là. Vous vous sentez rassuré, vous dites on a avancé, on a fait un pas? Merci Séverin de me donner cette opportunité de dire un mot sur la COP que j'ai suivi comme le commun des Camerounais. Mais je dois dire quand même qu'il y a une avancée. Il y a une avancée qui a démarré déjà l'année dernière à la COP en Égypte, avec cette décision justement de mettre en place un fonds pour adresser la question des pertes et dommages subis. Je crois que c'était déjà une grande évolution. La décision a été prise en Égypte. Sauf qu'on a pris une décision, mais on a juste créé, mais c'était pas approvisionné. Voilà, c'est déjà quand même une bonne nouvelle qu'il faut déjà saluer. Il ne faut pas cracher sur des petites avancées. Oui. On est dans pas fait pour l'annonce de ce montant-là, qui est important. Est-ce que c'était pas fait? Oui, vous avez dit ça a rassuré les pays industrialisés, mais est-ce que c'était pas fait à dessein par les autorités émiraties pour calmer, alors qu'après la COP, il n'y aura pas d'argent? Bon, je crois que pour me permettre de continuer un peu, je disais que c'était déjà une bonne chose. La décision, ça rassure, ça apaise, ça fait espérer toutes choses qui sont utiles pour avancer. Mais à la COP 28, comme Lynn l'a dit tout à l'heure, il y a eu déjà des promesses de versement. Et je crois que c'est une avancée qu'on peut saluer. Et je vois derrière des opportunités pour nous autres, les pays en développement, les pays vulnérables, pour un autre guichet supplémentaire, pour pouvoir avoir des ressources, pour adresser cette question dont les conséquences sont aujourd'hui très très visibles. Séverin, pour moi, qui suis un Africain, qui regarde tout cela d'un regard extérieur, pour moi, COP rime avec injustice pour les pays africains. Ce n'est pas Mme Lynn Batonga qui maîtrise le sujet qui m'en démentirait. C'est-à-dire que l'injustice, c'est laquelle? Voilà des pays qui se sont industrialisés grâce aux énergies fossiles, mais qui aujourd'hui reviennent nous dire que non, nous, pays qui aspirons au développement,
nous ne devons pas utiliser ces énergies fossiles-là. Encore qu'ils ne sont pas tous d'accord, hein, parce que la Chine, l'Allemagne, il y a beaucoup de pays qui exploitent le charbon, le pétrole, etc. Ils ne sont pas tous d'accord. Oui, mais les principaux nous demandent à nous de ne pas utiliser ces énergies fossiles-là pour nous, pour penser et rêver un jour nous développer. On demande d'aller vers les énergies renouvelables. Ben, il faudrait qu'on puisse avoir la technologie pour pouvoir exploiter ces énergies renouvelables. En fait, on va se retrouver dans une situation où on sera encore en train d'attendre qu'on nous transfère, on a un transfert de technologie, un transfert de compétences pour maîtriser ces énergies-là. Et ce transfert de compétences, ce transfert de technologie se fera encore sous forme de prêt. On va encore devoir s'endetter pour avoir tout cela. Et donc, en fait, il y en a qui ont intérêt à ce que le monde reste pareil. C'est-à-dire qu'on a des pays qui restent industrialisés, qui ont le droit de polluer pour maintenir leur niveau de vie, et des pays pauvres que nous sommes, qui devons rester pauvres et continuer à attendre d'avoir la technologie pour pouvoir aller vers les énergies renouvelables. C'est une injustice. Et l'injustice est encore d'autant plus forte que c'est nous qui avons les forêts, c'est nous qui avons qui avons des États encore verts. Vous voyez? Donc il est de bon ton que ces pays industrialisés-là puissent nous verser des dividendes, parce qu'ils ont déjà pollué la planète. C'est nous qui sauvons la planète, mais par contre, on nous interdit d'utiliser justement notre écosystème pour pouvoir nous développer. Nos forêts, c'est des réservoirs de carbone. Oui, en réalité, quand on parle aujourd'hui de sortir des énergies fossiles, il faut comprendre que ça, c'est un processus à long terme qui va devoir être obligatoire, que 2030. Ce soit les pays industrialisés ou nous. Ça, c'est obligatoire, parce que quand on regarde le degré d'émission de carbone des énergies fossiles, il est monstre, et vraiment à terme on va se retrouver avec pratiquement 5 à 6 degrés de réchauffement. Effectivement. Et donc, il faut absolument y penser déjà. Mais à ce niveau, concernant l'accord qui a été pris, et c'est pour ça qu'il y a eu, qu'il est sorti pratiquement au forceps, il y a eu beaucoup de problèmes pour qu'on sorte finalement cet accord-là. Les pays n'étaient pas d'accord. Et même le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pense qu'il y a quand même un souci d'équité et de justice même dans cet accord-là. Parce que l'accord, il devrait beaucoup plus être contraignant pour les pays industrialisés qui, eux, ont dû utiliser toutes ces énergies fossiles-là pour s'industrialiser. Et donc, on ne peut pas nous mettre au même pied d'égalité. On ne peut pas attendre de nous, effectivement, les mêmes efforts pour pouvoir sortir des énergies fossiles. Et donc, il y a un problème de justice et d'équité, parce que là, lui qui parlait d'injustice climatique, c'est une autre injustice qui vient de se mettre là en scène. Alors, nous exiger de faire les mêmes efforts. La COP 28, tout le monde reconnaît qu'on a battu le record de participation avec autant de chefs d'État. Les engagements étaient assez forts. Et puisqu'on parlait du bilan mondial, on a quand même vu qu'à l'intérieur des États, il y a des mécanismes qui sont mis en place, il y a des choses qui sont faites. Sauf que, on peut se tromper. Sauf que, et vous qui parlez de l'injustice parlant des Africains, on a eu le sentiment que les Africains n'ont pas joué groupé. Chacun venait défendre un tout petit peu sa petite chapelle, alors que nous avons à peu près les mêmes problèmes, nous avons le même credo vis-à-vis des pays industrialisés. Alors, à ce niveau, Séverin, si on peut dire quelque chose, il faut d'abord voir comment est-ce que les Africains y sont allés, et comment est-ce que les Africains ont d'abord validé les résolutions issues de Sharm el-Sheikh. Parce que, justement, et c'est le grand défi de l'Afrique, qui parfois peine à parler d'une seule voix à l'échelon international. Aussi parce qu'il y a des spécificités africaines. Le rapport qu'a par exemple l'Algérien ou le Marocain à la question climatique n'est pas le même que le Camerounais, parce qu'ils ne sont pas touchés de façon... Mais à partir des grands regroupements communautaires, nous avons la CAC, nous avons la CEDEAO, on devrait avoir quand même des positions communes dans ces ensembles. On a eu le président Uhuru Kenyatta du Kenya qui a pris la parole. Pour l'Afrique australe. Oui, pour l'Afrique australe. Mais qui n'a pas été rejoint par ses pairs, justement parce que l'Afrique de l'Est, en fait. Les pays africains, sur ces aspects-là, ne parlent pas
d'une seule voix. Parce que le réchauffement climatique, puisque c'est de lui dont on parle, il ne se vit pas de la même façon dans ces pays-là. Et vous avez une problématique qui se pose. La question de la langue aussi. Comment est-ce que les pays green, pour dire les pays anglo-saxons, abordent la question par rapport aux pays francophones? Donc, la COP en elle-même est une particularité, c'est même une singularité. Comment faire à ce que 194 pays qui n'ont pas le même niveau de développement, qui n'ont pas la même ambition, qui n'ont pas les mêmes régimes politiques, puissent au sortir d'un événement pareil arriver à un accord? Mais nous avons un dénominateur en face, le même problème à affronter. Mais il n'est pas abordé de la même façon par tous. Il n'est pas abordé de la même façon par tous. Lorsqu'on évoque par exemple les pays émiratis, leur abondance, leur richesse, leur prospérité dépend essentiellement des énergies fossiles. Si vous leur enlevez, comment est-ce qu'ils font pour être souverains à l'échelon international? Donc la question n'est pas abordée de tous les côtés de la même façon. La question ici, c'est de pouvoir aller ensemble en fait dans les négociations, c'est de pouvoir se mettre ensemble. Et c'est comme le disait, c'est vrai, c'est le véritable problème. En fait, on ne fait pas bloc, on ne fait pas un bloc pour pouvoir aller face aux autres et peser assez fort. Quand on regarde par exemple ici en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, nous avons la Commission des forêts d'Afrique centrale, on a la COMIFAC, mais malheureusement, même au sein de la, que ce soit de la CEAC ou de la COMIFAC aujourd'hui, les États ne sont plus véritablement soudés, les États ne partent plus véritablement ensemble. On a tellement d'organisations sous-régionales aujourd'hui. On a la commission du bassin Congo qui est née, on a le Fonds bleu qui est là, on a la COMIFAC qui a pourtant été créée par tous les pays de la CEAC. Ils ont donné leur accord depuis 1999, mais aujourd'hui la COMIFAC est pratiquement abandonnée à elle-même. Le Congo là-bas tire la couverture de son côté, l'autre Grand Congo qui se dit Grand Congo tire de son côté, la RCA, ainsi de suite. La RCA et le Cameroun sont restés pratiquement les seuls à pouvoir payer leurs obligations au niveau de la COMIFAC. Du coup, c'est devenu en fait une organisation mourante pratiquement, et c'est ça le véritable problème. Ok, vous faites bien de le relever, Lynn, c'est un problème réel, la difficulté de se mettre ensemble. Mais avant peut-être d'aller plus loin, je voulais rassurer Renaud, excusez-moi, sur confirmer avec lui que la justice, l'équité, en réalité, c'est une quête permanente. Même autour de la question d'environnement et de changement climatique qui réunit à la COP. Il est clair qu'en termes de responsabilité, l'Afrique tout entière émet moins de 5% des émissions responsables. Mais ce qui est aussi constant, c'est que nous sommes les plus vulnérables. Et que faire devant une situation comme ça? On n'a pas la justice de l'autre côté, mais de l'autre côté, nous sommes les plus vulnérables. Un des effets des changements climatiques que nous connaissons tous, c'est par exemple les inondations, des grands vents, avec les conséquences que nous connaissons. Quand ça nous arrive, qu'est-ce que nous faisons? On va crier à l'injustice et tout. Donc il y a ce problème d'organisation qu'il faut qu'on se mette ensemble pour glaner les petites ressources quand même disponibles. Il faut aussi dire que les différents COP, et vous l'avez demandé, qu'est-ce que ça a produit? Ça a mis en place quand même quelques financements. Mais est-ce que nous profitons assez bien de ces financements? Là encore, il y a beaucoup à voir. Quand je prends les plus récents, les plus abondés, notamment le Fonds vert climat qui a été suffisamment abondé à la suite de la COP, à l'accord de Paris. Quand je regarde un peu rapidement, il y a très peu d'Africains qui ont... l'Afrique centrale n'a presque rien bénéficié de ce financement. Donc, à côté des problèmes d'organisation, de parler, il y a un vrai travail à faire pour aller à la quête des financements disponibles. Parce que les questions de vulnérabilité, nous les connaissons tous, ça n'attend pas. Et ça va continuer à nous enfoncer. De la participation du Cameroun à ce grand rendez-vous, parlons-en. Le Cameroun, Lynn René nous le faisait savoir, pour la première fois on avait un pavillon 72, oui, où on retrouvait le ministère des Forêts, le ministère
de l'environnement, les ONG, bref, la délégation camerounaise a pu utiliser cet espace-là pour présenter aussi ce qui se faisait. Mais c'était suffisant? Bon, les COP, évidemment, la présentation et des vins et autres, ça ne peut pas être suffisant, mais on vient déjà tout au moins montrer les avancées qu'il y a, on vient déjà tout au moins montrer ce qui est fait par le pays. Et on doit dire qu'à ce niveau-là, le Cameroun a déjà fait beaucoup d'efforts. On le dit, la plupart des pays africains, y compris donc le Cameroun, ont fait des efforts alors qu'ils ne sont en rien responsables de la situation qui prévaut. Malheureusement, ils vivent ça, mais ils font des efforts au même titre que les autres. Et c'est pour ça qu'on parle une fois de plus d'injustice. Parce qu'on demande à tous les pays les mêmes efforts alors que tous les pays ne sont pas responsables au même niveau. Et le Cameroun s'est engagé à hauteur de 35% de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le Cameroun a beaucoup fait et il y a déjà tellement de choses qui sont faites sur le terrain en termes de reboisement, en termes de restauration des terres dégradées, des terres et paysages dégradés, que ce soit dans le nord, en termes de reboisement, même dans la partie forestière, parce qu'on pense souvent au reboisement seulement dans les parties désertiques, même en zone de forêt, il y a ce reboisement qui est fait là. Sauf que la compensation de tous ces efforts n'est pas visible. Et c'est l'occasion d'évoquer la question relative au marché du carbone. Justement, nous faisons des efforts, mais quand vous allez dans ce marché, c'est un marché assez complexe, au contour encore très flou. Est-ce que tout cela ne donne pas raison à Renault qui pense que c'est un marché de dupes, nous y allons un peu à la balade, quoi? Alors, moi, je voudrais saluer d'abord, avant de parler du marché du carbone, saluer la présence camerounaise. Parce que pour moi, elle s'assimile à une véritable prise de conscience. On a souvent l'impression que ces questions climatiques sont reléguées en arrière-plan. On a l'impression qu'elles sont même sous-traitées par certaines ONG qui ont pignon sur rue ici au Cameroun. Mais si le chef de l'État a pris la peine de se faire représenter et que des ministères sectoriels ont été présents avec toute la communication qu'il y a autour, cela peut être assimilé à une réelle prise de conscience. On doit dire merci infiniment au ministère des Finances pour ça, hein, sans publicité, qui a pris sur lui, parce qu'il est aujourd'hui plongé vraiment dans la finance verte. Et donc, il a compris, le ministère des Finances aujourd'hui a compris l'importance de la finance verte et donc du marché carbone dont on va parler tout de suite. Alors, pour arriver justement à évoquer ce marché carbone, c'est vrai que pour les Africains, on peine véritablement à se positionner. Tout le monde n'est pas assez érudit de la question, mais le marché carbone, à partir du moment où... Il est assez complexe. Il est très complexe. À partir du moment où c'est le moins pollueur qui doit encore aller chercher les financements, veiller à ce que les promesses, parce que Mme Batongue a évoqué un aspect, les Émiratis ont fait une grande annonce, c'est pas la première. À Sharm el-Sheikh, il y a eu ces annonces. À Paris, n'est pas clair. Parce que quand on parle de marché, c'est-à-dire on doit savoir exactement qu'est-ce qu'on va vendre. Quelle est l'offre? Qu'est-ce qu'on offre? Quels sont les acheteurs? Quels sont les acheteurs? Quelle est l'offre? Qu'est-ce qu'on va avec dans ce marché-là? On dit c'est le carbone. C'est quoi le carbone? Le carbone se retrouve où? Il faut faire un inventaire. Il sort d'où? Est-ce que c'est seulement les forêts? Est-ce que c'est la mer? Est-ce que c'est... On ne sait pas exactement. En réalité, il faut déjà connaître tout ça. Faire un inventaire même des stocks de carbone. Où se trouvent ces stocks de carbone-là? Et maintenant, comment fixer les prix? Qui va fixer les prix? Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans le même problème avec les produits de rente, où ce sont les autres qui nous fixent les prix. On a d'ailleurs vu ça dans le début du marché de carbone avec les fameux projets MDP, les projets de mécanismes de développement propre. On a vu une structure en Afrique centrale qui était une structure camerounaise, sans publicité, la société Isacam, qui est allée prendre des prêts à hauteur de plusieurs milliards pour pouvoir ficeler un projet MDP et qui a pu le ficeler. Et donc, quand il fallait déjà commencer à engranger les financements,
la tonne de carbone est descendue pratiquement à $1. Et donc, le Cameroun a participé à la COP28 à travers une délégation qui était conduite par, nous l'avons dit, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndiaye, représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous prenons les avis de quelques participants camerounais rencontrés dans le pavillon dédié justement à notre pays et dans les salles de réunion techniques. Il faut dire que les effets du changement climatique, c'est une réalité au Cameroun. Vous voyez que les saisons des pluies ont changé. Il fait plus chaud, il fait plus froid en saison de froid et il y a un dérèglement. On doit changer de comportement. Aujourd'hui, vous avez des pluies jusqu'en fin novembre, ce qui ne s'était jamais passé depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est une réalité, le changement climatique. On a des vents qui viennent, on a de la poussière qui vient et il faut changer de mentalité, il faut se mettre au travail pour pouvoir être prêt à s'adapter et à combattre les effets de ce changement climatique. Nos attentes sont les mêmes que celles du gouvernement en général. La voix du gouvernement a été portée par le ministre de l'administration territoriale, le ministre Atanga-Ndiaye et le ministre de l'Environnement qui sont ici. Nos attentes sont les mêmes. C'est que le Cameroun et que les cités camerounaises, les collectivités puissent accéder aux différents financements mis en place pour l'atténuation, les fonds d'adaptation, le fonds climat, que le Camerounais lambda à la base puisse bénéficier de cela. Et c'est ça nos attentes. Et nous venons ici comme ça rencontrer des partenaires, chercher des partenaires, rencontrer les ONG qui vont nous aider à faire sauter ces verrous et nous accompagner dans la recherche de ces différents financements. Douala est en effet une des villes qui souffre le plus du changement climatique et qui s'illustre chez nous, notamment par les inondations récurrentes, la dégradation rapide des chaussées et beaucoup d'autres phénomènes qui seraient fastidieux de citer. Nous sommes donc venus ici à la COP28, d'abord pour plaider le cas des villes, parce que nous pensons que les villes doivent avoir une voix et se faire entendre également. Je crois qu'on en a besoin. Il faut agir pour sauver. Non seulement il faut sauver la planète, et en sauvant la planète, il faut sauver les villes comme les nôtres, qui ont aussi des phénomènes, vous le savez, de recul du trait de côte. Tous ces phénomènes sont l'expression du changement climatique chez nous. We came with lots of expectations. Of course, justification is very clear. Everybody got to be actually where we are talking about climate today. Nous sommes venus avec beaucoup d'attentes. Tout le monde sait de quoi il s'agit lorsqu'on parle des changements climatiques. C'est une actualité courante. Bien sûr qu'il y en a d'autres plus préoccupantes dans des pays en développement. Mais nous devons nous joindre au reste du monde pour chercher les voies et moyens en vue d'une gestion efficace des changements climatiques. Them and ourselves in a better management of the climate. Since lots of funding is actually going towards the climate direction. Dès lors qu'il y a un fonds qui est mis en place pour l'adaptation aux effets du dérèglement climatique, la ville de Kumba au Cameroun souhaite bénéficier des ressources liées à ce fonds. Il n'y a pas meilleure voie que de se retrouver à la COP28, où nous avons la possibilité de discuter avec les autres. De former un certain nombre d'exigences pour se rassurer que les ressources qu'on va mobiliser vont vers les bénéficiaires. Donc ce n'est pas qu'ils vont avoir de l'argent, mais qu'ils vont voir des projets se réaliser effectivement sur le terrain. Et ces projets seront durables, c'est-à-dire qu'ils vont permettre sur une longue période d'avoir des effets et que les ressources qu'on aura mis dedans, elles sont effectivement, elles ont un impact bénéfique sur la population pendant une longue période. Mon projet se résume à une caravane qui sillonne le Cameroun pour parler des changements climatiques et sensibiliser la population sur les effets et surtout amener les enfants dès l'école primaire à planter les arbres. Mon espoir ici, c'est de rencontrer les partenaires qui sont dans le même champ d'action que moi. Et pour ce faire, nous devons mettre de côté les intérêts financiers, tirer avantage de ce que Dieu nous a donné gratuitement. De ce point de vue, je pense que l'éducation est la clé de tout.
L'information aussi. Si nous ne parlons pas de changement climatique, c'est comme si c'est quelque chose qui est de passage. Et on a besoin d'éduquer les gens, leur disant comment faire face à la réalité des changements climatiques, comment ils peuvent s'ajuster. Alors, c'était des Camerounais que nous avons rencontrés à Dubaï pendant cette COP28 et nous avons abordé tout à l'heure la question très complexe du marché du carbone. Cela a fait l'objet d'une présentation dans le pavillon du Cameroun et je signale d'ailleurs, c'est-à-dire que le ministre représentant personnel du chef de l'État, le ministre Atangandji, nous a révélé ce jour-là que les pays industrialisés étaient ébloui par l'audace du Cameroun qui a pu poser sur la table la question du carbone parce que c'était marché, l'île le disait, personne ne comprend rien sauf peut-être les négociateurs en face. Alors la position du Cameroun est assez mitigée. Faut-il y aller? Il ne faut pas y aller? Mais on n'a pas tranché. Il faut aller vers le marché de carbone. En fait, on n'a pas tranché, mais quand on écoute les uns et les autres, quand on écoute que ce soit le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, le ministre Hélé Pierre, et même quand on écoute le ministre en charge des forêts et de la faune, Jules Doré-Ndongo, on comprend ici qu'en réalité, la finalité, c'est d'abord le développement de notre pays. Tous disaient qu'il faut s'aligner sur la stratégie nationale de développement. C'est ça. C'est ça, il faut d'abord penser au développement de notre pays. Et quand on regarde le marché de carbone aujourd'hui, bon, c'est encore un marché qui est assez flou, mais il faut déjà s'y préparer. Et c'est pour ça qu'au niveau du ministère des Finances, on a pris déjà de pouvoir allouer des fonds à l'Observatoire national sur les changements climatiques pour l'inventaire des stocks de carbone du Cameroun. Et donc, ils ont commencé déjà cet inventaire qui a déjà été fait dans 9 régions sur les 10 régions du Cameroun. Je pense que la dernière, c'est celle du nord-ouest qui reste à cause peut-être de l'instabilité qui s'y trouve encore. Mais je pense que cet inventaire-là va complètement être fait dans les tout prochains jours. Et donc, on pense déjà effectivement à se positionner très bien vers la finance verte. Et donc, quand le marché va être assez clair, quand le marché de carbone sera assez clair, il ne faut pas qu'on soit à la traîne, il faudra déjà qu'on ait exactement quels sont les stocks de carbone, combien est-ce qu'on va pouvoir les vendre, comment est-ce qu'on va les vendre, ainsi de suite. Il faudra qu'on maîtrise déjà assez bien la donne. La position du gouvernement camerounais, elle est connue. Elle a été dictée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, suivi par son Premier ministre et ses membres du gouvernement. C'est la SND 30. C'est-à-dire que nous avons défini des secteurs prioritaires vers lesquels nous sommes en train d'aller et nous avons une politique d'impôt-substitution qui est en train de se mettre en route là. Donc c'est vraiment ça, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Vous voyez, c'est ça le cap que s'est fixé l'État du Cameroun. Maintenant, s'il y a des niches en ce qui concerne le marché du carbone, ce marché vert, pourquoi pas commencer à mettre des techniciens qui pourraient s'imprégner de la méthodologie pour pouvoir capter ces niches-là, tout en restant focalisé sur notre objectif qui est la SND 30 bien évidemment. Maintenant, vous savez, il y a aussi un blocus de la langue. C'est-à-dire que est-ce que la zone OIF nous permet facilement d'avoir accès ou alors de comprendre les enjeux de ce côté-là. Ce sont des réflexions qu'on pourra mener a posteriori, mais pour le moment, nous sommes focalisés sur la SND 30. L'enjeu de la langue, parce que en fait, c'est vrai, la plupart des pays de l'Afrique centrale, donc du bassin du Congo, sont francophones en majorité. Et quand on voit, pour maîtriser en réalité le marché du carbone, il faut déjà maîtriser les rouages, la technicité, comment même faire pour ficeler des dossiers qui passent. Et on sait que les négociations, tout se passe en anglais. Et donc, ça c'est déjà quelque chose d'assez compliqué. Et l'OIF, à ce niveau-là, s'est engagé à pouvoir aider les pays francophones à
En traduisant les documents en français. À comprendre, en traduisant, peut-être que les autres ont ce problème, pas nous. En traduisant tous les documents en français, en imposant même qu'il y ait des traductions simultanées en français lors des négociations. C'est pas une priorité pour le Cameroun. Oui, justement, on a cette impression, et cette affaire du marché du carbone me rappelle un peu les ACP, comme on urgeait aux pays africains, au Cameroun, d'y entrer, de se positionner, sans que ceci véritablement ne sache de quoi il en retourne. On a vu les résultats, on s'est retrouvé envahi sans qu'on soit capable, nous en tant que pays africains, d'être opérationnels sur certains marchés. Donc aujourd'hui, moi je loue la réserve camerounaise pour cette question du marché du carbone. Il faut véritablement qu'on puisse connaître les tenants et les aboutissants pour qu'on ne se rende pas compte 20 ans plus tard qu'on aura engagé l'avenir des générations dans une affaire où on n'est pas gagnant. Et c'est pour cela que à chaque fois qu'on évoquera les questions de COP, moi je regarderai toujours ça avec beaucoup d'interrogations. Est-ce que c'est le combat, la priorité africaine du Cameroun aujourd'hui, la question écologique? Est-ce que les priorités ne sont pas ailleurs? Est-ce que ceux qui ont eu l'habitude de nous orienter ne sont pas en train de nous embarquer dans une aventure dans laquelle nous serons au finish perdants? Autant d'interrogations. En réalité, on peut vous rassurer, c'est une priorité. Les questions environnementales, en réalité, sont aujourd'hui une priorité, que ce soit pour le monde, que pour le Cameroun ou pour les pays africains. C'est une priorité. En fait, on devrait simplement faire les choses de façon durable. Et donc, chercher vraiment à mettre un point d'honneur sur la durabilité. C'est-à-dire, quand on pense au développement, qu'on le fasse de façon durable, qu'on exploite par exemple les forêts qui en réalité représentent un élément très important de notre PIB aujourd'hui, mais qu'on le fasse de façon durable. Ok, vous êtes justement par rapport au marché du carbone, j'ai plutôt une autre analyse, une analyse un peu différente. Je pense que sur le plan technique, c'est un outil qui peut aider justement à mettre en œuvre la contribution déterminée nationale. Parce que vous savez, à la suite de la COP à Paris, chaque pays a une contribution, a un plan d'action, si vous voulez, pour mettre en œuvre des activités pour atténuer et s'adapter aux effets. Le Cameroun y fait partie. Il aurait peut-être fallu avoir un représentant du ministère de l'Environnement pour donner la position du Cameroun. Mais il y a deux types de marchés. Communément, il y a deux types de marchés. Il y a le marché de conformité qui est déclenché justement par les instances de la conférence, et dans lequel on a vu, par exemple, elle a évoqué le mécanisme de développement propre, auquel on peut aussi ajouter les questions de quotas. On ne voulait pas entrer dans ces explications techniques parce qu'il faut avouer que c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Mais c'est quand même, il y en a qui vous disent que c'est une source de revenus, on ne refuse pas. Mais pour une jeune économie comme la nôtre, il y a des marchés volontaires où justement certaines entreprises citoyennes concèdent d'aider des pays comme nous à mettre en œuvre des projets qui permettent justement donc je pense qu'il y a des opportunités, et peut-être on n'a pas aussi suffisamment parlé de ce qui est fait par le Cameroun. Ce serait important aussi de partager un ensemble de choses qui a été mené. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets qui ont déjà été d'initiatives qui sont portées par le ministère de l'Environnement. J'ai en mémoire par exemple le processus RED+, qui est une initiative justement qui vise justement à récompenser les pays qui font des efforts pour séquestrer. Et le Cameroun, justement, dans sa stratégie qui a été... Et le Cameroun estime que ces efforts ne sont pas suffisamment récompensés parce que nous participons quand même à la préservation de la biodiversité par nos propres moyens. S'il faut maintenant que nous soyons récompensés, il faut que cela soit à la hauteur de l'énergie, de l'effort que nous dépensons. Et c'est pas pour le Cameroun, c'est d'ailleurs ça qui a posé problème à la fin. La plupart des pays en développement et les pays insulaires ont estimé que en fait on n'a pas assez parlé de la question des finances, parce que bon, aujourd'hui quand on parle de sortir des énergies fossiles, en fait on est en train de nous mener dans un autre débat, alors qu'un débat est là, celui du financement des efforts des pays en développement qui subissent des pertes et des préjudices. Certes, on a parlé déjà d'alimenter le fonds des pertes et des préjudices, mais ce n'est pas suffisant. Il
y a encore tous ces fonds-là, il y a le fonds vert, climat, il y a le fonds d'adaptation, il y a tous ces fonds qu'il faut renflouer pour que les pays qui font tous ces efforts-là puissent pouvoir s'en sortir aisément. Mais la question a été beaucoup plus orientée vers les énergies fossiles. Et il faut dire qu'à ce niveau-là, en réalité, pour les pays en développement, comme pour le Cameroun, quand on parle de pétrole, pétrole aujourd'hui rime avec développement. Lorsqu'on trouve le pétrole dans un pays, mais on est content parce qu'on sait que ça rime automatiquement avec le développement du pays. Et donc, on ne peut pas venir dire à tous ces pays en développement d'arrêter rapidement là l'exploitation des énergies fossiles, notamment du pétrole, du gaz et autres. C'est une injustice et il faut pouvoir attendre, aller progressivement vers cet arrêt qui forcément va être obligatoire. Pour vous, il faudra inexorablement aller vers les pays industrialisés qui ont investi dans ce secteur. Merci madame, messieurs, merci. Nous arrivons à la fin de cette édition de Sainte Presse. Ça a été un plaisir de vous entendre sur les deux questions évoquées. La question du carburant, avec le passage du directeur, il est directeur des produits pétroliers et du gaz au ministère de l'eau et de l'énergie, Antoine Ndonjenk Bosson, qui a rassuré donc la population en parlant de la disponibilité dans les jours à venir des carburants. Merci à vous également d'avoir évoqué cette question sur la COP. Le Cameroun a participé activement à cette 28e édition. Merci à vous qui prenez la peine de regarder cette édition de Scène de Presse. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Excellence, Madame la Première Dame de la République du Cameroun, les membres des missions diplomatiques, membres du gouvernement, autorités